Bonjour à tous, vous écoutez l'entretien d'été 2021 de la revue Militant. Le sujet portera sur l'OTAN cette fois-ci, et me voici en présence du rédacteur en chef, monsieur André Gandillon. Bonjour Florian. Bonjour à vous. Donc on va parler de l'OTAN cette fois-ci, après avoir parlé de la Nouvelle-Calédonie. Comme quoi c'est une machine de guerre mondialiste selon vos propres mots, donc traiter de sa nature, comment elle a été instituée, le fait que ce soit un instrument offensif, un gendarme du monde à l'international, et qu'il se heurte en quelque sorte depuis quelque temps déjà, une bonne décennie, à la Russie de Vladimir Poutine entre autres. Oui, il se heurte à la Russie de Vladimir Poutine qui refuse de se laisser, si on veut dire, dominer par l'OTAN. Contrairement à l'espace européen de l'Ouest central, etc. Et même des États-Unis. Donc oui, pour commencer par quelque part, quelle est sa nature donc, Quelle est l'origine de l'OTAN? L'origine de cette structure militaire? Oui. Alors, l'OTAN, l'origine de l'OTAN, évidemment, il faut remonter à la défaite de l'Allemagne nationale-socialiste en 1945. Très vite, les relations amicales, fraternelles entre les soviétiques et les anglo-saxons vainqueurs de l'Allemagne nationale-socialiste ont dégénéré au point que dès 1946, Churchill déclarait qu'un rideau de fer était tombé sur l'Europe, de la Baltique à Trieste. Et lui qui avait déclaré peu de temps avant qu'à propos d'Hitler et de Staline, « nous avons tué le mauvais cochon », en parlant d'Adolf Hitler. Bon, mais ça c'est autre chose. Et donc les tensions ont progressivement monté, et il est évident que l'URSS, avec Staline, avait des volontés, non pas de s'arrêter à Brest-Litovsk ni sur l'Elbe, mais de pousser à Brest, en Bretagne. C'est d'ailleurs ce que Zhukov avait dit à Fournier-Foch, un petit-fils du maréchal Foch, qui avait rejoint son état-major en 1944. Fournier-Foch dit à Zhukov, qui parlait très bien français, il lui dit ouais, bah, on va jusqu'où là? On va à Brest. Alors Fournier-Foch lui dit à Brest, mais on l'a dépensé. Il dit non, on va pas à Brest-Litovsk, Brest, chez vous là-bas, on va là-bas. Bon, ils se sont arrêtés en cours de route, mais les idées étaient là et ils ont continué. Et dans les années 80, les stratèges soviétiques ont toujours eu l'idée de venir prendre leur bain de mer sur les côtes atlantiques. Voilà. C'était d'ailleurs une des grandes peurs des Occidentaux. La chose a failli arriver à la fin de l'époque Carter, au début de l'époque Reagan. Mais bon, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas arrivés là. Toujours est-il que, face à la montée de ce que l'on a appelé la guerre froide, sous l'égide des Américains, les pays occidentaux ont créé l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en vue d'assurer la sécurité de l'Europe occidentale et en une forte association avec les États-Unis. Ça, c'était en 1949. Alors, évidemment, peu de temps après, en réaction, les Soviétiques, en unissant les États qu'ils avaient sous leur férule, c'est-à-dire les États de l'Europe de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, ont créé le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie. Et à partir de ce moment-là, il y a eu toute cette période de la guerre froide qui a duré jusqu'en 1989-1990, jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Alors effectivement, l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord, avait toutes ses raisons d'exister, dans la mesure où il y avait une puissance potentiellement offensive
agressif qu'était l'Union soviétique. Alors il y a eu ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur avec les missiles, les accords SALT, toutes ces choses-là. Mais à partir de 1990, lorsque l'URSS s'est effondrée ou s'est dissoute, parce que ce n'est pas un effondrement, c'est une volatilisation, si l'on peut dire. Oui, c'est organisé. Déjà, elle perd Cuba, en fait, ils perdent Cuba. Voilà, ils perdent. Donc, à partir de ce moment-là, l'OTAN n'avait plus de raison d'être. Le pacte de Varsovie lui-même s'est dissous, et il s'est posé la question, effectivement, de savoir si l'OTAN devait être maintenu. Alors, et finalement, l'OTAN a été maintenue. Alors, l'OTAN a été maintenue en grande partie parce que, d'une part, les stratèges américains pensaient pousser leurs avantages et pousser leurs pions face à une Russie vaincue, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Il y a eu un pillage économique énorme de la Russie. Il y a eu une volonté de mainmise sur l'économie russe, sur la politique russe. Alors, en un sens, une fois de plus encore, je vais dire, c'est de bonne guerre, malheur aux vaincus. La seule chose, c'est que ça a été fait sans aucun discernement. Et que, dans le même temps, les stratèges américains, comme l'a exposé Zbigniew Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier en 1997, il s'agissait d'en finir une fois pour toutes avec la Russie, c'est-à-dire de démembrer la Russie en faisant en sorte de lui détacher l'Ukraine, de lui détacher un nombre de raisons de régions importantes qui font que la Russie est un empire. D'où l'importance aujourd'hui de la question ukrainienne. Et ensuite, par le fait que nombre de pays européens, à commencer par le Royaume-Uni, souhaitait le maintien de l'alliance, donc de l'OTAN, parce qu'elle avait montré son efficacité au cours des 40 années passées, et aussi, toujours dans la vieille tradition britannique, empêcher que l'Allemagne, qui était quand même la première puissance économique et démographique d'Europe, n'acquiert continentale, n'acquiert une puissance dominante. Donc c'était un moyen, en la maintenant dans l'OTAN, de l'assujettir un peu. De même que Mitterrand a pensé, en créant l'euro, pouvoir en gros enchaîner l'Allemagne. En fait, si vous achetez un rafio, une petite barque, un gros bateau, c'est le petit bateau qui entraîne la petite barque, mais c'est pas la petite barque qui entraîne le gros bateau. Mais bon, ça c'est les problèmes économiques, c'est encore autre chose. Et on a développé, alors des discussions ont eu lieu pour maintenir l'OTAN, mais avec cette différence, c'est que l'OTAN, dont le champ d'action était uniquement réservé à l'Europe, a étendu son champ d'action à l'ensemble de la Méditerranée et pour ne pas le dire, à une grande partie du monde. Donc, à ce moment-là, dès ce moment-là, il y a eu un dévoiement, disons, des missions de l'OTAN. Non seulement on lui échangeait son objet, mais en même temps on le modifiait et on l'étendait à une vision hégémonique impérialiste, pour employer le mot, des États-Unis et avec leurs alliés occidentaux sur, cette Europe centrale, cette Europe de l'Est et même cette Asie centrale. La première mesure qui a été faite, c'est que une des premières assignations de missions faites à l'OTAN, ça a été la première guerre du Golfe en 1992, lorsque, d'une manière assez frauduleuse, ils ont circonvenu Saddam Hussein et ils sont intervenus en Irak. Oui, ça a continué. Voilà. Bon, Saddam Hussein a peut-être manqué de beaucoup de finesse en la matière, mais bon, peu importe, mais l'OTAN est sorti quand même du théâtre des opérations européens pour intervenir au Moyen-Orient. Et à partir de là, ils ont continué de le faire d'ailleurs. En plus, il y a eu le 11 septembre. Et après, bon, ils ont continué par la suite. Kadhafi aussi. Pareil, oui. Exactement. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est la progression du déploiement de l'OTAN. Donc, c'était pas temporaire uniquement contre le communisme ou quoi. Mais toutefois, les Américains, les gouvernements américains, bon, ça, c'était George Bush père.
Et en 92, lui succède Clinton. Et Clinton a décidé d'avancer, disons, d'une manière plus prudente, plus diplomatique, et il a créé ce que l'on appelle le partenariat pour la paix, en janvier 1994 à Bruxelles, qui était une structure d'association libre avec des relations bilatérales entre les États membres de l'OTAN et des États qui n'en étaient pas membres. Dans un objectif de coopération militaire commune, sans pour autant faire partie de l'OTAN. Et ce partenariat a été ouvert, évidemment, aux pays d'Europe centrale, anciennement communistes membres du pacte de Varsovie, et même à la Russie. La Russie, alors, finalement, a signé ce partenariat en juin 1994, et dans le même temps, alors un partenariat public pour la paix, vous avez la plupart des républiques d'Asie centrale, ex-soviétiques, qui y ont adhéré aussi. Mais la seule chose, c'est qu'entre-temps, l'URSS ayant disparu, il faut revenir à l'époque où la dissolution de l'URSS s'était faite avec des relations relativement bonnes entre l'ancien président russe Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan, et aussi Bush. Et il avait été convenu qu'on n'étendrait jamais l'OTAN, s'il était maintenu, au-delà des limites existantes. Alors il avait été admis que bon, l'Allemagne de l'Est, puisqu'on avait réunifié l'Allemagne, pouvait être intégrée à l'OTAN, on pouvait le faire, mais on n'irait pas plus loin. Mais là encore, Gorbatchev n'a pas été à la hauteur de la situation, puisqu'il s'est contenté d'un accord verbal et n'a signé aucun papier. Or, en politique, si l'on veut avancer, si l'on veut quelque chose de tangible, il faut signer un papier, un traité en bonne et due forme, un accord en bonne et due forme. Là, Gorbatchev a oublié de le faire, ou n'a pas voulu le faire, ou enfin bref, peu importe, mais c'est sa grande faute. Et à partir de ce moment-là, en l'absence d'actes formels, eh bien, les Américains se sont considérés libres de faire ce qu'ils voulaient. Et aussitôt, très vite, ils ont mené une politique d'hubris, chose qu'il ne faut jamais faire. C'est une mesure de prudence politique à l'international, en écrasant complètement la Russie. Et même, à la limite, en un sens, en l'humiliant. Il est très grave d'humilier un pays. Rappelons-nous, Bismarck a humilié la France en 1870, ça nourrit des rancœurs qui ont quand même, s'ils n'ont pas été la cause de la guerre de 14, l'ont fortement nourri. Ensuite, nous, on a commis la même erreur avec les traités de 1919 à Versailles. Traité de Versailles. Comme disait De Grelle, Hitler né à Versailles. Et les Américains ont fait la même chose vis-à-vis de la Russie dans les années 90. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que toute personne naturellement sensée ne peut accepter. Et encore, les Russes ont été très compréhensifs, très ouverts, très patient, dans la mesure où même sous les premières années de Poutine a toujours proposé un partenariat, une entente entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, une réconciliation de l'Europe. Et là, cette humiliation de la Russie, elle nourrit aujourd'hui non seulement la poursuite de la politique d'agression anti-russe menée par l'OTAN, mais aussi le fait que les Russes ont parfaitement compris qu'ils ne pouvaient rien attendre des États-Unis dirigés par l'oligarchie mondialiste des cercles issus de la société fabienne. Parfaitement compris. Le socialisme international. Voilà. Et donc, l'OTAN, dès 1996, a décidé de lancer un processus unilatéral d'adhésion à l'OTAN des anciens États de l'Europe centrale. Alors, entre-temps, il y avait eu quand même la création de ce qu'on appelle un conseil conjoint permanent entre l'OTAN et la Russie, qui avait permis à la Russie d'envoyer des représentants
au sein du quartier général de l'OTAN, donc les choses n'étaient pas tranchées, mais dans le même temps, tandis que l'on tendait la main aux Russes d'un côté, de l'autre côté, on préparait une sorte de massue pour les écraser. Et donc en 1996 a été lancé le processus d'adhésion à l'OTAN d'autres pays, des pays d'Europe centrale, qui a débouché en mars 1999 par l'adhésion à l'OTAN de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque. Puisque la Tchécoslovaquie avait disparu en 1991. La Géorgie en faisait déjà partie. La Géorgie en a fait partie très vite. Le processus s'est continué, alors que là on avait changé d'époque, nous y reviendrons, mais en 2004, ont adhéré à l'OTAN les pays baltes. Les pays baltes, alors là, les pays baltes qui avaient eu leur indépendance en 90-91, c'est quand même une sorte, si l'on peut dire, de chasse gardée géostratégique de la Russie. Donc la Russie, de ce côté-là, se trouve véritablement encerclée, privée pour l'essentiel de sa façade baltique. Elle ne conserve plus que l'enclave de l'ancienne Prusse orientale, l'enclave de Kaliningrad, qui crée d'ailleurs une sorte de couloir de Danzig à travers la Lituanie, qui fait qu'un jour ou l'autre, là, il y aura inévitablement des problèmes. Alors l'ancienne base allemande du Pillau a été rebaptisée Baltiksk, et la principale base avec les bases de Kronstadt pour la marine russe. Mais vous avez quand même tout le littoral balte qui est maintenant aux mains de l'OTAN. Vous avez l'adhésion de la Bulgarie, en 1999, en même temps que celle des pays baltes, l'Estonie, Lettonie, Lituanie. Vous avez la Roumanie en même temps qui a adhéré, la Slovaquie et la Slovénie. Donc, en 2009, comme si ça ne suffisait pas, ont adhéré à l'OTAN l'Albanie et la Croatie. Et dernièrement, en 2020, la Macédoine. On intègre de plus en plus loin. Donc, autrement dit, lorsque vous regardez aujourd'hui, la Russie est un pays totalement encerclé, surtout si on ajoute en même temps la Géorgie de l'autre côté. Oui, même les pays slaves rejoignent l'OTAN. Ouais, les pays slaves rejoignent l'OTAN. Le seul pays qui pour l'instant n'y est pas rentré, et pour cause, parce que... La Biélorussie? Non, c'est normal. La Serbie. La Serbie, hein. La Serbie. Ah oui, la Serbie n'en fait pas sont... partie. Mais lorsque l'on regarde aujourd'hui toutes les pressions qui sont faites sur la Serbie, on voit très bien que la Serbie est aussi un enjeu pour qu'elle entre dans l'OTAN. Bon, je ne pense pas que ça risque de se faire de sitôt, parce qu'il y a quelques années, il y avait un Premier ministre serbe qui avait voulu se rapprocher trop près de l'Occident et des États-Unis, et il a été assassiné. Ce sont des pratiques très fréquentes dans les pays balkaniques. Mais au moins, bon. Voilà. Et donc, l'OTAN a poussé ses pions un petit peu partout. Ce fameux partenariat européen a été renforcé, mais progressivement, les relations se sont tendues, parce que toujours pareil, alors que l'on fait des sourires autour d'une table de discussion, de l'autre côté, on avance ses armes, on avance ses pions. Alors, on va dire encore une fois de plus que c'est de bonne guerre, mais dans la mesure où il est de l'intérêt des peuples européens de s'entendre et non pas de se faire la guerre, parce que là, on parle d'un autre intérêt, d'un point de vue stratégique à long terme, que ce soit l'Europe occidentale et que ce soit la Russie, nous avons un intérêt civilisationnel commun à nous entendre pour nous défendre et surtout pour résister à l'ensemble du monde et pour nous souder, pour maintenir notre civilisation. Il est bien évident que la défense de l'Irlande ne va pas sans la défense de la Sibérie pacifique. Et vice-versa. Nous avons besoin les uns des autres. L'espace qui va de l'Irlande à Vladivostok, c'est notre patrimoine commun, et nous devons le garder, nous devons le défendre. Et nous ne pouvons pas le faire sans les uns et sans les autres. Donc à partir du moment où nous maintenons une division interne à l'Europe, eh bien nous tirons une balle dans le pied, nous travaillons contre nous. Dans l'Antiquité, c'était un peu les deux poumons, avec Rome et la Grèce. Avec Rome et la Grèce. Alors effectivement, cette histoire de division existe et se maintenait. Et la Russie, notamment avec Vladimir Poutine,
surtout au début de son installation au pouvoir en 2000, lorsqu'il a succédé à Yeltsin, bon, qui a eu 10 ans de pouvoir calamiteux, mais peut-être qu'il était difficile de faire autrement. Vous savez, quand vous avez un pays en défaite, on peut critiquer les dirigeants qui sont là, mais s'ils sont là, c'est parce que bon, la situation est tellement délétère qu'on ne peut pas avoir d'autres personnages que ceux-là. Non, je ne dis pas ça par fatalisme, mais c'est ce que l'on trouve dans l'histoire. Hein. De dire, ah, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Oui, mais quand vous avez des situations de chaos, eh bien, vous avez des gens qui viennent parce que la situation ne permet pas, il y en a d'autres qui arrivent. Le temps qu'on prépare les choses. Comme nous, après la Révolution, vous avez eu le Directoire, jusqu'au moment où vous avez Bonaparte qui a rétabli l'ordre. Bon, c'est pas notre sujet, mais je veux dire, mais ce sont des processus historiques. Et jusque dans les années 2006-2007, Vladimir Poutine a proposé un partenariat avec les États-Unis, nonobstant tous les coups de poignard et les coups de Jarnac que l'OTAN pouvait faire. C'est ceux d'en face en plus qui sont toujours bien méchants. Et puis je peux même faire un parallèle, c'est Mussolini qui était assez pour la paix à l'international, et même avec la République française de Léon Blum, il aurait préféré des ententes plus que... Mais bien sûr, Mussolini préférait encore s'entendre, et voilà, mais c'est le même cas. Il préférait s'entendre avec Léon Blum plutôt qu'avec Hitler. Oui, il y avait même eu cette phase. Mais voilà. Et finalement, par la politique imbécile de nos républicains, eh bien finalement, ils l'ont jeté dans les bras d'Hitler. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'il y avait une première tentative d'Anschluss de l'Autriche, Mussolini avait envoyé ses troupes au Brenner. Oui, parce que ça, c'est le chancelier autrichien après, qui était voilà. nationaliste. Donc... Dollfuss. Voilà, Dollfuss, oui. Mais là, on a la même chose. Et nonobstant tous les coups, les coups de Jarnac faits par l'OTAN vis-à-vis de la Russie, dont je vais parler dans 2 minutes, les États-Unis, les Russes ont toujours proposé une entente avec l'Occident. Et c'est seulement à partir de 2006-2007, je crois que c'est 2006, au moment de ce qu'on appelle le discours en février 2007, le discours de Munich, prononcé à l'occasion de la 40e conférence sur la politique de sécurité, que Vladimir Poutine a dit, bon, ça commence à suffire. Alors je vais citer ce qu'il a dit à l'époque. Il a pris acte des mesures agressives, objectivement agressives de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Il a dit, un pays, les États-Unis, sort de ses frontières nationales dans tous les domaines. C'est très dangereux. Plus personne ne se sent en sécurité, parce que personne ne peut plus trouver refuge derrière le droit international. Ceci alimente une course aux armements, avec le souhait de pays de se doter d'armes nucléaires. Le monde unipolaire voulu par les États-Unis signifie un centre de pouvoir, un centre de décision agissant comme un maître unique, un souverain unique qui s'effondrera de l'intérieur. Cela n'a rien à voir avec la démocratie et cela est contre un ordre international pacifique. Exactement. Il a résumé la situation. L'OTAN ne fait pas la paix, mais... L'OTAN ne fait pas la paix, l'OTAN fait la guerre. Et nous l'avons vu en Europe, avec les guerres de Bosnie, oui. Et ensuite avec l'affaire du Kosovo. L'histoire des guerres de Bosnie. Alors il faut rendre cette justice aux Américains qu'au début, ils n'avaient aucune envie d'intervenir. Au début, ils ne voulaient pas intervenir. La Yougoslavie, à la suite de l'effondrement du bloc soviétique, s'est aussi dissoute, aidée en cela par les Allemands. Les Allemands, à la différence des Français, ont une longue mémoire. Et le ministre des Affaires étrangères, le centriste Hans-Dietrich Genscher, vous savez, les centristes, quoi de mieux que les centristes, le Parti libéral, enfin c'est un libéral, le Parti libéral, quoi de mieux que les libéraux, c'est des gens gentils, ils sont partout, ils sont avec tout le monde. Et Hans-Dietrich Genscher était un patriote allemand, il avait très bien compris que, en aidant à la dissolution de la Yougoslavie, il prenait sa revanche sur le traité de Versailles. Et en séparant la Croatie, la Slovénie de la Serbie, en contribuant à cela, eh bien, en gros, il prenait sa revanche sur le traité de Versailles, sur le traité de Trianon, sur tous les traités de la création de la Yougoslavie, et puis en gros, la Slovénie et la Croatie, c'était l'ancien empire austro-hongrois. Bon. Et à partir de là, effectivement, les Serbes
ont refusé de se laisser faire, d'où les problèmes entre Croates et Serbes, l'affaire de Vukovar, toutes ces histoires où ils se sont tapés dessus à qui mieux mieux. Mais c'est encore l'histoire de la Yougoslavie, c'est encore un autre problème. Les Serbes détenaient le pouvoir politique, étaient les vainqueurs de la guerre de 14, étaient l'homme politique de l'Union yougoslave, mais qui détenait la puissance économique, c'était les Croates et les Slovènes. Donc à partir de ce moment-là, quand on ne veut pas de partage de pouvoir, quand on se dit... donc le système ne pouvait pas durer. Tito avait créé une fédéralisation à l'extrême, qui à un moment ou à un autre ne pouvait pas durer. Vous savez, vous pouvez diluer les choses, il y a un moment où ça se distend et où ça casse. Bon. Mais l'affaire a été déclenchée lorsque le 6 avril 1992, la Bosnie a déclaré son indépendance. Alors la Bosnie-Herzégovine, qu'est-ce que c'est que la Bosnie-Herzégovine? C'était une ancienne possession ottomane qui avait été donnée en mandat à l'Autriche-Hongrie en 1878, que l'Autriche-Hongrie avait annexé en 1908 au risque à l'époque de provoquer une guerre mondiale. On avait été passé, la première guerre mondiale a failli être déclarée en 1908 parce que l'Autriche-Hongrie avait annexé contre les accords internationaux la Bosnie-Herzégovine. Et la Bosnie-Herzégovine ensuite a été incluse dans la Yougoslavie, mais c'est un pays montagneux qui contient à la fois des populations serbes, des populations croates et des populations musulmanes qui sont d'origine serbe, et en grande partie, on le pense, Bogomil, c'est-à-dire, vous savez, ces ancêtres des Cathares, qui étaient donc des hérétiques chrétiens, réfugiés dans les montagnes, et qui s'étaient convertis à l'islam, parce que ça leur assurait une position dominante au temps de l'Empire ottoman. Bon. Et à partir de ce moment-là, il y a eu donc cette guerre entre les Serbes, les Croates et les Bosniaques. Les Bosniaques qui étaient dangereux en ce sens que leur chef était Alija Izetbegović, qui avait publié ce qu'on appelait la déclaration islamique, qui était en gros un véritable brûlot islamiste, une manifestation de religion islamiste au cœur de l'Europe, où il voulait développer l'islam à travers l'Europe. Alija Izetbegović, qui était soi-disant l'ami des Occidentaux, est avant tout un islamiste pur et dur. Ça, c'est aussi des choses dont on ne parle pas, qu'on a oubliées, mais qui sont fondamentales, parce que c'est ce qui permet aujourd'hui le maintien d'un islam, disons, conséquent, important, qui sert de relais à Erdogan au sein de l'Europe centrale. Hein. Lorsque Erdogan se déplace, il se considère aussi bien dans le Kosovo, dont nous allons parler, province serbe, peuplée d'Albanais musulmans pour la plupart, et de Bosnie-Herzégovine, Erdogan se sent chez lui. Pour lui, c'est l'Empire ottoman. Hein. Et donc, cette indépendance de la Bosnie a donc entraîné une guerre civile. Une guerre civile. Alors, les Américains, au début, s'en sont désintéressés. L'ONU a essayé d'envoyer des casques bleus, mais bon, ça n'a pas réglé grand-chose. Et il y a eu les Américains qui ont voulu jouer les bons offices, qui ont créé le plan Vance Owen, qui voulait diviser le pays en 10 régions, mais ça n'a pas tenu. Et puis finalement, nous avons les têtes pensantes de la politique française, un certain Alain Juppé, une des calamités premières de notre République, qui a eu l'idée géniale de suggérer de faire intervenir les Américains dans l'affaire alors qu'ils ne voulaient pas intervenir. C'est bien, hein. Et il avait comme chef de cabinet, si je me souviens à l'époque, un certain Dominique de Villepin. Ils ont eu des soutiens financiers, à mon avis. Mais bon, cela dit, l'OTAN a eu un pied à l'étrier, et à ce moment-là, on a décidé d'intervenir contre les Serbes. Les Serbes, c'était les méchants, c'était les mauvais, c'était les vilains. Et alors, on leur a tapé dessus, et finalement, après une campagne de bombardement en septembre 1995, les Serbes, se rendant compte que n'étant aidés par personne, d'autant plus que la Russie à l'époque n'était pas en moyen de les aider, ont signé les accords de Dayton en décembre 1995, qui ont créé un micro-État fédéral de Bosnie, qui aujourd'hui marche toujours sur 3 pattes. Marche toujours très mal. Bon. Et à partir de ce moment-là, l'OTAN, bon, évidemment, est intervenue. Qu'est-ce que l'OTAN est venue à intervenir en Bosnie? Là encore, c'était pas son problème. Mais il est intervenu. La Russie a critiqué, mais pour la forme, puisqu'elle n'avait pas les moyens d'intervenir. Et à ce moment-là, l'OTAN a déployé ses troupes
dans le cadre de l'IFOR, c'est-à-dire une force d'occupation, de pacification, qui est devenue ensuite la CAFOR. La CAFOR, voilà. La SFOR et la CAFOR ensuite. Mais, ayant pris pied dans les Balkans, les Américains n'en sont jamais repartis. Et ensuite, lorsque l'UÇK, que la CIA, les États-Unis finançaient, c'est-à-dire l'UÇK, c'est le parti nationaliste albanais, un parti mafieux, qui était installé au Kosovo, a commencé à se plaindre qu'il était agressé, que les Serbes massacraient en masse les Albanais. Eh bien, ça a été la fameuse guerre du Kosovo, où on a mis en demeure la Serbie d'abandonner le Kosovo, sous peine d'être bombardé et écrasé. Milosevic, qui est décrié aujourd'hui, mais qui était un grand patriote serbe, a résisté pendant un moment, jusqu'au moment où finalement, il a cédé. Le Kosovo a vu l'installation des troupes américaines, des troupes de l'OTAN, mais des troupes américaines, et surtout la création de la base militaire de Bondsteel, qui aujourd'hui est une base, une place forte militaire américaine d'importance stratégique de premier plan, car à partir de là, les avions américains, les forces américaines peuvent intervenir directement jusqu'en Ukraine, à travers toute l'Europe centrale. 1000, 2000 km à la ronde. 4000 km. Base militaire. 4000 km à la ronde, ouais. Elles peuvent atteindre toute la Russie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Qui n'est pas anodin. Alors cette fameuse base de Bondsteel, par contre, elle ne peut pas être accessible par les comités droits de l'homiste comme le comité contre la torture du Conseil de l'Europe qui doit enquêter contre la torture. Là, c'est une extraterritorialité. Eux, les Américains, passent à travers toutes les fourches caudines des organisations droits de l'homiste qui parfois n'ont pas totalement tort non plus. Mais voilà, voilà l'histoire. Et il y a quand même eu à ce moment-là un événement important. Un événement important qui est symbolique, c'est l'intervention qui a surpris tout le monde de 500 parachutistes russes qui sont intervenus et qui à ce moment-là sont arrivés de Bosnie où ils participaient à une force d'interposition. Ils sont intervenus au Kosovo, ils ont protégé les intérêts serbes au nez et à la barbe des Américains qui ne s'attendaient pas à voir arriver des militaires. Hein. Des militaires russes, 500 parachutistes russes qui sont intervenus, une opération commando extraordinaire qui, à ce moment-là, on l'avait relevé dans Militant, qui avait marqué le réveil de la Russie. 10 ans après l'effondrement de l'URSS, la Russie relevait la tête. Alors évidemment, dans l'OTAN, ils l'ont très mal pris. Ils l'ont très mal pris. Et on a continué. Alors à ce moment-là, pourtant, la Russie a continué à tendre la main aux Américains. Il y a eu des rencontres, surtout en 2001, entre George Bush fils et Poutine, et au point que Poutine a envoyé tout son soutien aux Américains après le 11 septembre. Il a proposé de participer à la lutte contre le terrorisme, même signe de détente et de bonne volonté des Américains. Ils ont annoncé la fermeture d'un centre de renseignement à Cuba, qu'ils conservaient, et aussi d'une base militaire au Vietnam. On peut quand même pas. Les Russes pouvaient difficilement faire mieux comme signe d'amitié, si on veut dire, ou de bonne entente envers les Américains. Mais bon, et même la Russie à ce moment-là avait réussi une chose, là ça lui a été bénéfique, de faire inclure la Tchétchénie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous savez qu'en Tchétchénie, il y avait les islamistes, à ce jour était un territoire très islamiste, très musulman. Il y a eu la guerre de l'imam Shamil au XIXe siècle, qui a duré pendant plus de 20 ans. C'est une véritable épopée, d'ailleurs, l'imam Shamil, qui a fini ses jours prisonnier des Russes, mais dans une résidence dorée, à l'époque, en 1880. Mais bon, ce pays-là était toujours... donc,
la Tchétchénie, vous savez, la prise d'otage de Beslan et toutes ces choses-là, et la Russie avait parvenu d'obtenir que les États-Unis ferment les yeux sur cette question-là à cause de la question du terrorisme tchétchène. Depuis le pays, la Tchétchénie a été reprise en main puisqu'elle est tenue par Rostam Kadyrov, qui est un chef de bande peut-être tchétchène, mais qui est aux ordres de Moscou, qui fait ce que veut Moscou, donc le pays est pacifié. Alors les bonnes âmes disent que c'est scandaleux, c'est un assassin, un criminel et autres, mais quand on fait de la politique, on fait une politique réelle, on fait une politique réaliste. On travaille avec les gens avec qui on est, et l'essentiel c'est que l'on préserve les intérêts supérieurs. Oui, et puis après, s'il était de criminel, c'est parce qu'il n'est pas pro-LGBT. Non, et puis en plus, bon, mais vous savez, dans ces pays balkaniques, les mœurs, dures, ouais. Ce sont des mœurs assez dures. Ce sont des mœurs assez dures. Hein. Voilà. Et alors, par contre, les États-Unis, donc, à ce moment-là, Poutine a proposé d'intégrer l'OTAN, de participer à l'OTAN. Là, il ne fallait peut-être pas qu'il en demande de trop. Et Washington, soutenu par l'Angleterre, mais aussi par les pays d'Europe centrale, qui eux, alors là on peut les comprendre, ne voyaient pas trop d'un bon œil la Russie qui les avait dominés, enfin la Russie soviétique qui les avait dominés pendant 40 ans, revenir dans le jeu et puis essayer de reprendre une sorte d'emprise sur eux, enfin c'est ce qu'ils craignaient, ont refusé ce partenariat, mais néanmoins, on a mis en place un nouveau type de relation, un nouveau type de traité entre les deux pays, et puis les choses ont continué. Mais au même moment, ce dont je parlais tout à l'heure, l'OTAN a décidé d'inclure de nouveaux pays pour encercler la Russie, les pays que j'ai cités tout à l'heure. Donc à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à se dégrader sérieusement. Et pourtant, encore, il y a eu une entente, dont on parle peu, entre les États-Unis et la Russie en Afghanistan. Il y a eu une coopération militaire, dans la mesure où les Russes organisaient des cours de formation pour des officiers américains et des officiers afghans en Afghanistan, en coopération avec l'ONU. Mais, comment dire, les relations ont continué à se tendre, au point que Poutine, voyant que ces offres d'entente et d'alliance, si on peut dire, avec l'Occident ne prenaient pas fort, a fait le fameux discours de Munich dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, effectivement, à partir de ce moment-là, il faut bien voir que la situation a continué à se durcir. Déjà, il y avait eu ce qu'on appelle les révolutions de couleur. Ces révolutions de couleur, qui étaient financées en partie par des gens comme Soros, visaient à installer dans les États à la périphérie de l'URSS et de la Russie, et qui ne faisaient pas encore vraiment partie de l'OTAN, des révolutions de couleur pour renverser des pouvoirs proches de la Russie et mettre des pouvoirs prêts à basculer dans l'OTAN. Ça a été le cas avec la Géorgie, avec l'élection de Saakashvili, qui a pris le pouvoir à la suite de ce qu'on appelle la Révolution des Roses en 2003, et qui très vite a fait intégrer l'OTAN, et qui a mené une politique pro-occidentale et anti-russe, qui n'a pas développé l'économie géorgienne, au point qu'après il a été remercié politiquement. Ce fameux Saakashvili, qui est un homme peu recommandable à mon sens, est ensuite passé au service de l'Ukraine, de président géorgien, il est devenu ministre ukrainien. Ce sont des personnages interlopes, ce sont ça fait partie de toute la mouvance de ces mondialistes. C'est leur Emmanuel Valls à eux, quoi. C'est leur Emmanuel Valls, leur Macron à eux, ce sont ces personnages-là. Bon. Et en même temps, en 2004, il y a eu en Ukraine une autre révolution de couleur qu'on appelle la révolution orange, qui avait vu le président, déjà Viktor Yanukovych, mis à la porte et remplacé par un autre président, Viktor Yushchenko,
qui lui était pro-occidental. Bon, ça a été un incapable, il a laissé se développer la corruption dans le pays, en facilitant la prise de pouvoir par ce que j'appelle la junte khazare, dans la mesure où ce sont des juifs d'Ukraine qui détiennent l'essentiel des pouvoirs. Comme les Khazars, on dit que une grande partie des Khazars étaient juifs, donc je parle de junte khazare à destination, puisque les Khazars étaient installés en Ukraine. Et à partir de là, la situation a continué. Il ne pouvait plus y avoir de confiance entre l'OTAN et la Russie. Il y a eu aussi en 2008, alors là, à l'instigation de la Géorgie de Saakashvili, la fameuse guerre d'Ossétie du Sud. Alors effectivement, à la suite des découpages diaboliques de Staline, si l'on peut dire, il avait découpé l'Ossétie en Ossétie du Nord, qui était rattachée à la Russie, et l'Ossétie du Sud, qui était une république autonome à l'intérieur de la Géorgie. C'était des histoires un peu tordues, mais le président ukrainien à l'époque, géorgien Saakashvili, avait décidé d'occuper militairement l'Ossétie du Sud, alors qu'à l'époque, il était convenu qu'on laissait ces territoires en dehors de tout conflit. Donc évidemment, les Ossètes du Sud n'ont pas apprécié, et un petit peu aidés quand même par la Russie, ils se sont révoltés, et la Russie est intervenue. À partir de ce moment-là, vous aviez déjà la Russie qui arrêtait une autre agression de la Russie, de l'OTAN, puisque la Géorgie faisait partie de l'OTAN. Ensuite, la situation a continué à se détériorer progressivement, à partir notamment en 2012. 2011-2012, lorsque il a été décidé par Sarkozy d'intervenir en Libye pour empêcher Kadhafi, cet horrible Kadhafi, de massacrer sa population qui se révoltait contre lui. Bon. En réalité, le fond de l'affaire, il était simple. Le fond de l'affaire était simple, c'est que Kadhafi voulait mettre en place une union monétaire africaine qui aurait été indépendante du dollar, et ça, les États-Unis ne pouvaient pas l'accepter. Ils ont utilisé leur homme de paille qui s'appelait Sarkozy, qui avait ses propres problèmes avec Kadhafi pour l'éliminer. On leur a envoyé une note. Voilà. Et la forfaiture occidentale a été de faire signer une révolution à l'OTAN, comme quoi on devait surveiller l'espace aérien libyen, et qu'à partir de ce moment-là, on en a profité pour faire des interventions au sol, pour occuper le pays et chasser Kadhafi du pouvoir. Avec les conséquences que l'on sait, on a totalement déstabilisé cette région de l'Afrique du Nord, facilité l'émigration africaine vers l'Europe que Kadhafi retenait. La crise des migrants de 2015 et tout. Crise des migrants. Et en même temps, on a facilité le développement des guerres tribales et islamiques au Sahel, qui se sont développées au Mali, notamment, au Niger, et qui font qu'aujourd'hui, on a eu cette fameuse opération Barkhane, et que si on envoie des soldats français se faire tuer au Sahel, au Mali, ben c'est tout simplement parce que vous avez quelqu'un comme Sarkozy qui a crapuleusement envoyé, avec l'aide de l'OTAN et des Anglais, des troupes pour éliminer Kadhafi, avec lequel d'ailleurs, je le rappelle, Sarkozy était soi-disant le meilleur ami quelques mois auparavant. Ouais. Kadhafi lui aurait payé quelque chose sur sa campagne, je crois, présidentielle. Oui, et voilà. Ça. Il avait accueilli à l'Élysée aussi. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, les Russes ont dit, bon, ça va, on a compris, on ne peut plus vous faire confiance, c'est terminé. Le contrat de confiance qui pouvait exister entre l'OTAN et la Russie a été rompu. Ce qui se comprend parfaitement. Dans le même temps, Obama étant président, il y a aux États-Unis ce que l'on appelle la loi Magnitsky qui a été votée. La loi Magnitsky, c'est tout simplement
le nom d'un avocat russe qui dénonçait la corruption en Russie et qui est mort dans une prison russe, la prison de la Boutirka. Et on a décidé, en représailles, d'appliquer des sanctions contre certains hommes politiques et personnalités russes, parce que cet homme avait été assassiné, était soi-disant assassiné dans une prison russe. Le droit d'ingérence, on sait ce que c'est avec un Bernard-Henri Lévy, mais là... Pas avec celui-ci. Oui. Mais on ne peut pas. Mais les États-Unis continuaient donc à pratiquer un droit d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, puisque normalement on ne peut pas accepter. Personne ne peut accepter que notre voisin vienne chez nous et puis nous dire comment on doit installer notre service de table ou placer notre oreiller sur notre lit, ou ranger nos casseroles. Bon. Ces affaires d'ailleurs de droit de l'hommiste continuent aujourd'hui. Vous avez la fameuse affaire Navalny, qui est montée en épingle. Qui fait alors le fameux Navalny. Qui est ce fameux Navalny? Ce Navalny, pendant un temps, était quelqu'un qui était encore plus nationaliste que Poutine, puisqu'il voulait chasser tous les tchornis, c'est-à-dire tous les basanés, tous les non-russes de Russie. Voilà. Mais ce fameux, Navalny, après, a su faire en sorte de se faire utiliser par les Occidentaux, les caresser dans le sens du poil, de telle manière qu'il se fasse financer par eux, et puis il puisse continuer à développer ses petites affaires. Alors on nous parle de l'assassinat programmé de Navalny par les services secrets russes, à moins que, à mon avis, ça ne tient pas, pour une simple raison, c'est que les Russes, les services secrets russes, l'armée russe, l'État russe est suffisamment compétent pour pouvoir éliminer quelqu'un s'il le décide. D'ailleurs, Poutine l'a dit lui-même, il dit si on avait vraiment voulu assassiner Navalny, il ne serait plus en vie aujourd'hui. Je pense que toutes les histoires que l'on raconte là-dessus, c'est une instrumentalisation qui est faite, sans compter que ce fameux Navalny lui-même fait partie d'organisations internationales américaines, occidentales, dans lesquelles il a été adoubé. C'est ce qu'on appelle les ONG, les ONG en Russie, et j'imagine. toutes ces choses-là. Et lorsque l'on voit aujourd'hui la Russie prendre des mesures contre les ONG, ce sont tout simplement des mesures de sécurité nationale, dans la mesure où on sait que les ONG sont financées par des structures occidentales, notamment l'Open Foundation de Soros, et ce sont des organisations subversives qui sont là pour déstabiliser le pays. Alors, je ne veux pas dire que je suis pro-russe, que je trouve trop bien russe en Russie, il y a beaucoup de choses à dire sur la Russie, mais objectivement, on ne peut pas laisser des organisations de ce type intervenir sans problème dans son pays. C'est très bon pour la France qui est dirigée par des forces antinationales, mais la Russie, si elle veut être conséquente avec elle-même, elle ne peut pas l'accepter. Voilà. Alors même si en Russie aujourd'hui, les choses ne sont pas si claires que ça, qu'il y a des problèmes, à mon avis, entre différentes coteries, des gens plus pro-occidentaux que d'autres, et d'autres qui veulent vraiment être nationalistes. Mais ça, c'est un autre problème. La cuisine intérieure russe est compliquée. Toujours est-il que l'OTAN a continué à mener sa politique d'encerclement et d'agression de la Russie par la politique en Ukraine et par la politique en Biélorussie. Alors la politique en Ukraine, j'ai parlé en 2004 de la révolution orange, maintenant je vais parler de la révolution de 2014, la révolution de 2014 qui a fait en sorte que on crée une sorte d'insurrection et que l'on chasse le président Yanukovych pour mettre en place des factotums de l'Occident. Voilà. Et il faut savoir que la crise ukrainienne de 2014 a été téléguidée par une certaine Victoria Nuland, qui était ambassadrice à l'époque à Kiev, et qui est en même temps l'épouse du chef de file des néoconservateurs américains, Robert Kagan, et c'est elle qui a plus ou moins soutenu, téléguidé le renversement de Yanukovych. Un renversement assez rocambolesque en ce sens que, là encore,
les Occidentaux, notamment Roland Fabius, qui a voulu jouer les bons offices, ou bien l'a fait exprès, ou bien montre que c'est un incapable. Parce qu'il s'est passé une chose, c'est que Yanukovych, fuyant les problèmes de Kiev, s'était réfugié, en fait, est parti à l'intérieur de l'Ukraine. Et on a déclaré à ce moment-là que puisqu'il avait quitté Kiev, il avait abandonné le pouvoir. C'est comme si à peu près un chef d'État français, comme en 14, le gouvernement qui quitte Paris pour aller à Bordeaux avait abandonné le pouvoir et qu'on pouvait mettre à la place un Gauleiter, par exemple. Je veux dire... Bon. Et à ce moment-là, donc, finalement, la situation se rattrape plus ou moins, et les entremetteurs occidentaux, donc il y avait Walter Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères allemand, et Laurent Fabius, son homologue français, qui le 21 février 2014 arrive à faire signer un accord entre Yanukovych et ses opposants, donc après l'événement de la fameuse place de Maïdan, et de là, ils signent l'accord, ils sont tout contents, et ils s'en vont, et ils rentrent en Occident. Pendant ce temps-là, les autres, une fois l'accord signé, l'encre à peine sèche, ils ont déchiré l'accord, ils ont continué leur révolution. Alors que la situation, c'était tout simplement de signer l'accord, et aussitôt de partir voir Poutine, et de s'entendre, puisque les deux parties étaient en jeu, de s'entendre, et puis d'essayer de régler la situation. Nous, nos grosses têtes françaises et allemandes, la Steinmeier et Fabius, ont fichu le camp sans s'assurer du suivi de l'accord qui avait été signé. C'est une faute impardonnable. Ce sont des amateurs, ces gens-là. Ce sont des amateurs. Voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, donc, Yanukovych n'a pas pu rester au pouvoir. Et aussitôt, le gouvernement ukrainien a pris des mesures anti-russes, interdit de parler russe, pris des mesures interdites de parler la langue russe en Ukraine, alors que l'Ukraine, c'est la petite Russie, les gens sont bilingues, et même à la limite parlent plus le russe que l'ukrainien. D'ailleurs, le principal poète ukrainien qui a fondé la langue ukrainienne, il écrivait tout en russe. Elle m'expliquer pourquoi au XIXe siècle. Bon, peu importe. Enfin, non, pas peu importe, c'est très important. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, devant les problèmes, la Russie en a profité pour récupérer la Crimée. La Crimée, qui est un État russe, peuplé de Russes. La Crimée est un État peuplé de Russes. Pour le coup, oui, carrément. Bon, il ne faut pas oublier qu'en 1955, c'est Khrouchtchev qui l'avait donné à l'Ukraine, en administration à l'Ukraine, mais ce qui ne posait aucun problème à l'époque, puisque Ukraine-Russie, c'était la même chose. L'URSS, c'était le même État. Bon. Et les Ukrainiens, les habitants de la Crimée voulaient devenir russes. D'ailleurs, Poutine a fait un référendum. Il y a eu 95, je ne sais plus combien de pourcents de gens qui voulaient être russes. Vous prenez Odessa. Odessa, c'est une ville russe, même si elle a été créée par le duc de Richelieu, un arrière-petit-neveu du cardinal. Mais bon, Odessa, c'est une ville russe. La plupart des villes de la côte sont des villes russes. L'Ukraine est divisée en trois parties. Vous avez la partie galicienne, qui est une partie occidentale, peuplée de chrétiens catholiques orthodoxes, mais de rite byzantin, mais catholiques. Vous avez l'Ukraine au milieu, qui a son particularisme propre ukrainien autour de Kiev, et vous avez tout ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, la Novaya Russia, vers Kharkov et tout l'est de la Russie. Ce qui explique pourquoi vous avez eu les révoltes de Lugansk et de Donetsk. Donc effectivement, là, les manœuvres occidentales et la volonté d'amputer la Russie de son aire, de l'Ukraine et de son aire d'influence naturelle font qu'aujourd'hui, nous en sommes à une situation, non pas d'affrontement ouvert, mais une situation quand même assez critique. D'autant plus que d'année en année, l'OTAN continue de multiplier les provocations vis-à-vis de la Russie. En multipliant les manœuvres de l'OTAN dans les pays baltes, en Pologne, c'est quand même pas anodin. Faire des manœuvres exprès au nez et à la barbe de la Russie, alors que la Russie actuellement ne cherche la bagarre à personne. Elle a assez de problèmes d'ailleurs à l'intérieur pour se redresser, pour se développer. Bon, voilà. En même temps, maintenant,
on multiplie aussi les agressions en mer Noire. En mer Noire, dernièrement la marine russe a fait tirer des coups de semonce contre des navires britanniques, des navires de guerre britanniques qui circulaient dans les eaux russes. Alors les Britanniques disent oui, ce sont des eaux criméennes, donc ukrainiennes, donc... Elles sont occidentales et c'est chez nous. Et c'est chez nous les Russes. Bon. Et on sait très bien que c'est une agression délibérée. Bon, c'est pas une manière d'apaiser le jeu. Ensuite, il y a la fameuse question de la Biélorussie. Alors, la Biélorussie, on peut penser ce que l'on veut du président biélorusse. On peut en penser ce que l'on en veut. C'est Loukachenko. Loukachenko. On peut en penser ce qu'on en veut. Peut-être un personnage un peu rigide et autres. Mais, bon, la Biélorussie est un pays qui a conservé, certes, des structures soviétiques, qui, bon an, mal an, maintient un niveau de vie normal. Qui se développe un peu, d'ailleurs. Qui se développe un peu aussi. La Biélorussie est un pays qui a un développement qui n'est pas nul. Quand on dit qu'il n'arrive pas à nous rattraper, il faut savoir d'où partent ces pays-là. Alors que nous, on était la première puissance, une des premières industrielles au 19e siècle, ces pays-là, on était encore à la bougie et à la bougie et puis à la charrette dans le chemin de boue. Hein, il faut lire la steppe de Tchekhov, on retrouve les choses. Bon, ce sont des pays qui se sont drôlement bien développés. Hein. Mais non, quand on regarde sur une carte, il faut que la Biélorussie sorte de l'ère russe. Mais oui, pour l'OTAN, c'est un moyen d'avancer et d'asphyxier un peu plus la Russie. Et Loukachenko, au moment de l'ère des confinements et tout, il a dit qu'il avait refusé de grandes sommes d'argent, notamment de l'OMS. Exactement. Pour ne pas confiner le pays. Oui, Florian, vous avez raison. Ça, c'est Loukachenko, les attaques qui ont été faites contre la réélection de Loukachenko à l'été dernier, à l'été 2020, sont arrivées après que Loukachenko ait refusé des sommes d'argent importantes pour accepter de confiner son pays et puis d'entrer dans la logique covidienne occidentale. C'est ça. La grande réinitialisation. La grande réinitialisation, voilà. Il a dit non. Et il a dit non. Et alors là, il a signé son arrêt de mort, si l'on peut dire. De la même manière qu'en Syrie. En disant d'ailleurs à son peuple, j'ai besoin de votre travail, simplement. Et voilà. Ou la formule un peu de Trump de dire, bon, on va s'habituer au virus, il est là, quoi. Et de la même manière qu'en Syrie, à partir du moment où Bachar el-Assad avait refusé d'accéder aux souhaits occidentaux de faire passer des oléoducs à travers son territoire, on a décidé de l'écraser. Là aussi, il y a une autre forme d'affrontement entre l'OTAN et la Russie à travers la Syrie. L'OTAN travaille contre les chrétiens orientaux, travaille pour favoriser l'installation de l'islam en espérant sauver ses propres intérêts économiques et pétroliers au Proche-Orient, en écrasant Bachar el-Assad et en soutenant les islamistes. Et heureusement que la Russie est intervenue dans l'affaire pour bloquer le problème. Mais là, vous trouvez toujours l'OTAN qui est là derrière pour intervenir. Et aujourd'hui, vous entendez ce discours otanesque qui n'arrête pas de vous parler des droits de l'homme bafoués en Russie, des droits de l'homme bafoués en Biélorussie, de la barbarie, enfin de toutes ces choses-là. Mais que l'on regarde ce qui se passe chez nous. Chez nous, vous avez l'avortement qui n'est pas obligatoire, mais qui est facilité de partout. Vous avez l'euthanasie qui est rendue obligatoire, quasiment pour les vieux, qui, ou s'il ne l'est pas, elle va l'être un jour. Non, mais même sans aller jusque-là, juste sans aller jusqu'à des extrêmes comme ça, rien que... Vous savez, hier, j'étais en train de regarder des résultats internationaux sur un portail qui s'appelle Odyssée. Vous savez, on file souvent sur ce portail-là pour aller voir, pour échapper, si vous voulez... en fait, à la censure de YouTube. Oui. Et ben, quand vous allez sur ce portail Odyssée, vous vous apercevez que la France est un des premiers pays à être censuré sur YouTube, si ce n'est le premier. Ah oui. Oui. Bah, sans aller forcément, vous voyez, sur l'avortement jusqu'à 9 mois. Justement. Alors oui, on n'a pas le droit, quand on est général à la télévision, de parler d'une certaine communauté. Par contre, on a le droit d'enlever la vie d'un enfant au 9e mois. Hein. C'est vraiment un pays qui est formidable. Bon, de l'autre côté, vous allez pouvoir, bientôt, la loi bioéthique, vous pouvez fabriquer des chimères, c'est-à-dire des êtres hybrides entre
entre l'animal et l'homme. Vous pouvez faire toutes les manipulations que vous voulez en tout genre. Mais ça ne gêne absolument pas l'Occident. Ça ne gêne absolument pas. Et ce sont ces gens-là qui vont venir donner des leçons de morale à la Russie. Alors, je le répète, la Russie, elle est loin d'être parfaite. Effectivement, il y a de la corruption. Effectivement, il y a un tas de problèmes. Elle a des mœurs plus rudes. Il y a un tas de choses. Mais la Russie maintient ses traditions. La Russie continue à dire que le mariage, c'est entre un homme et une femme. La Russie défend sa civilisation, défend sa culture. Chez nous, au contraire, on ouvre les portes à l'invasion. On descend notre histoire, on nous détruit de A à Z. Autrement dit, il faut bien le dire une chose, l'OTAN est une machine de guerre, à la fois contre la Russie, contre les pays de l'Est, qui veulent rester européens, qui veulent rester fidèles à leurs traditions, mais une machine de guerre fomentée, organisée par les forces mondialistes, les forces apatrides, qui tiennent les États-Unis, quelles que soient leurs origines, contre même la civilisation européenne et chrétienne, et contre les peuples européens. Et les dirigeants qui, chez nous, participent à tout cela, sont des ennemis de notre civilisation. Et je peux même dire une chose, sans le souhaiter, parce que la France doit s'en sortir par elle-même. Mais si un jour on nous disait que la Russie, pour défendre ses intérêts, pour défendre sa sécurité intérieure, se sentait le droit d'intervenir en Europe pour mettre fin à nos gouvernements, pour chasser les envahisseurs que nous avons et pour nous rétablir, eh bien, sur le fond, elle n'aurait pas tort. Elle n'aurait pas tort. Elle n'aurait pas tort. Alors je ne le souhaite absolument pas parce que la France doit s'en sortir par elle-même et elle n'a pas à tomber demain sous la suggestion de la Russie. Et évidemment, parce que si les Russes viennent chez nous, nous tomberons sous la suggestion de la Russie. À ceci près quand même qu'il ne faut pas oublier qu'entre la Russie et la France, il y a eu des chassés-croisés d'hommes politiques assez incroyables. Je parlais du cardinal de Richelieu tout à l'heure, mais on peut dire aussi que dans l'armée d'Alexandre Ier, il y avait plein de généraux de l'émigration français qui se battaient contre les troupes napoléoniennes. Alors on peut dire des traites et autres, ça c'est un autre sujet, mais il y a eu des interactions. On peut dire aussi qu'au Congrès de Vienne en 1815, il y a eu une telle mansuétude envers la France, une mansuétude intelligente qui a éteint toutes les rancœurs de la France vis-à-vis de ses voisins. C'est grâce au tsar Alexandre Ier qui n'a pas voulu, contrairement aux gens de 1919 avec le traité de Versailles, de punir la France. Certes, on nous a pris nos territoires qu'on avait conquis au moment des guerres révolutionnaires et de l'Empire, mais on ne nous a pas amoindris, on ne nous a pas humiliés, on nous a réintégrés dans le concert des nations européennes. Et toutes ces choses-là, il ne faut pas les oublier. Et demain, la véritable solution pour l'Europe, parce qu'elle est là, c'est ce concert des nations européennes qu'il faut créer, qu'il faut rétablir tel qu'il existait au XIXe siècle. Bien sûr, il y aura des problèmes. Les problèmes, ils existent. On les connaît. Vous avez la question de ce fameux Prusse orientale, le territoire de Kaliningrad, qui devra trouver un jour une solution. Vous avez la question de la Transnistrie. Vous avez les problèmes, évidemment, de l'Ukraine. À mon avis, il faudra la découper en plusieurs morceaux, au moins en 2 morceaux. Hein, en créant un État ruthène sur la partie occidentale qui n'a rien à voir avec la Russie. Différentes solutions, mais c'est dans ce concert des nations européennes que nous pouvons nous en sortir. Nous ne pouvons nous en sortir qu'en enlevant la mainmise de la finance internationale, la mainmise de toutes les forces apatrides qui nous tiennent, qui nous dirigent, qui nous imposent leur volonté, leur idéologie, qui veulent instaurer chez nous un totalitarisme, est-ce que je pèse les mots, un totalitarisme libéral-démocrate, en ce sens qu'ils veulent transformer l'homme, en faire un homo, un homme transgenre, un homme modifié, un transhumain, pour imposer leurs lubies et leurs idéologies. Eh bien, tout cela, il faut en finir. Tout cela, il faut en finir. Et nous, en tant que nationalistes, nous devons militer pour ce concert des nations, qui n'est pas une fraternité béate,
qui se reposera inévitablement sur des rapports de force, car lorsque vous avez plusieurs entités face à elles, inévitablement se créent des rapports de force. Il faut discuter, il faut s'entendre. Mais le fond de civilisation que nous avons doit être l'élément fondateur, l'élément, le dénominateur commun, qui doit contribuer à apaiser les querelles que nous pouvons avoir, les mésententes que nous pouvons avoir, car nous avons un intérêt supérieur à défendre face au reste de la planète. Dans un monde où maintenant les distances sont réduites par les moyens de transport, nous avons à défendre un noyau civilisationnel, la civilisation européenne et chrétienne, de fondation gréco-romaine, avec tous nos apports, que ce soit celtes, germaniques, slaves, latins et autres, avec nos propres différences, car nous ne pouvons pas nous en sortir les uns et les autres sans cette entente commune. C'est là le fond de l'affaire. Et la disparition de l'OTAN et de ceux qui le servent est fondamentale. Et à terme même, nous devons lancer un message aux Américains, au peuple américain lui-même, qui doit se débarrasser de tous les lobbies, de tous les groupes qui les tiennent en asservissement aujourd'hui, et dont un certain Biden est leur représentant, pour qu'eux-mêmes se libèrent de cette férule et que, à terme, tout le monde blanc se soude pour survivre, pour exister, pour se maintenir à travers l'histoire. L'histoire qui a été commencée par les civilisations européennes, qui a été assomptionnée par le christianisme, elle ne doit pas s'arrêter, elle doit continuer. Et nous en sortirons que lorsque nous nous entendrons tous, nous nous serrerons tous la main. C'est pas une question de cœur, c'est une question de bon sens, c'est une question de survie, c'est une question de politique, de raison politique. Et à partir de là, les liens humains, les liens civilisationnels faisant, les choses avanceront. Voilà ce que je veux dire dans cette affaire. Donc l'OTAN aujourd'hui est un danger, est un ennemi de notre civilisation occidentale, mais aussi un ennemi de la civilisation européenne, tout simplement. Très bien comme conclusion. Et donc on va faire comme le précédent entretien et recommander la lecture de la revue Militant à travers ses possibilités d'abonnement. Alors la revue Militant, vous pouvez l'acheter dans deux librairies à Paris, la librairie Vincent, la librairie Duquesne, mais vous pouvez aussi l'avoir plus facilement en vous abonnant à la revue Militant. Alors un abonnement pour l'année c'est 59 €, 11 numéros. Juillet-août faisant un seul numéro. Okay. Vous avez une possibilité d'abonnement d'essai, renouvelable une fois, à 25 €. Vous pouvez nous aider par un abonnement de soutien, à beaucoup plus, minimum, enfin 160 €. Certains de nos contributeurs le font. Et vous pouvez trouver tous ces renseignements sur le site revue-militant.fr ou nous écrire à Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris, CEDEX 10. Merci à vous, monsieur André Grandillon, et puis à la rentrée prochaine. Et à la rentrée prochaine, Florian. Et d'ici là, que l'été se passe bien pour nous tous. Exactement.